Ok, donc bonjour à toutes et à tous. On va commencer cette session et merci d'être présent à à ce webinaire. Et là, on va aborder le sujet de grade, évaluer le niveau de confiance. Je voudrais savoir si vous m'entendez bien, le mic ne fonctionne bien et vous voyez bien l'écran en plein Oui, format. parfaitement bien. Très bien. Parfait, merci. Je me présente, je suis Lina Gosnelchal, je suis pharmacienne de base, je suis épidémiologiste au sein de Cochrane France et je coordonne les activités de Cochrane. Euh, j'ai participé à plusieurs revues systématiques, là où j'ai un master aux revues systématiques. Je donne des cours dans les revues systématiques aussi. Et du coup, je serai ravie de partager avec vous un peu de ce que j'ai appris pendant mon parcours. Donc, évidemment, comment évaluer le niveau de confiance, ça prend beaucoup de temps, ça se fait pas dans une heure. Ce webinaire va être une introduction, comment faire et évaluer le niveau de confiance et surtout l'importance et qu'est-ce qu'on lit dans un revue systématique et comment interpréter tout ce qu'on lit dans un revue systématique. Ce webinaire sera enregistré et il sera diffusé et on va couper toutes les questions là où il y aura des questions. Et on va mettre les photos, tout ça en flou. Donc, il n'y aura aucun problème en ce cas-là. Donc, c'était pour vous informer que ça sera enregistré et puis diffusé sur le plateforme de Cochrane France. Donc, n'hésitez pas pendant le webinaire à me poser les questions, soit en levant la main, soit dans le chat, et on va essayer de répondre au maximum. Donc déjà, un gros merci à tous nos bénévoles qui nous aident dans la traduction au sein de Cochrane France. Ils nous aident à traduire toutes les revues, les abstracts les résumés simplifiés de Cochrane France qui sont parmi vous, mais pas que. Donc déjà, je voulais dire un gros merci et dans les revues thématiques, on voit toujours, surtout dans les revues thématiques de Cochrane, on voit toujours un phrase qui disent on a un niveau de confiance assez important ou assez modéré ou bien on a un niveau de confiance faible ou on a très faible. Et qu'est-ce que ça veut dire tout ça? En médecine fondée, on cherche, dans le médecine fondée, on cherche à, à voir est-ce que les résultats sont-ils cliniquement importants? Et du coup, on se demande est-ce que les résultats sont-ils valables? Donc, on a appris ça et c'est pour ça on essaye de faire un revue systématique. Mais finalement, quand on termine la revue systématique, on se demande comment je vais interpréter tous ces résultats. On ne se limite pas simplement à mesurer les effets d'une intervention, mais à déterminer dans quelle mesure nous pouvons être certaines que ces résultats reflètent la réalité. Dans d'autres termes, il s'agit de la fiabilité des données probantes ou l'évidence qu'on a sur les données. Donc, une fois que nous avons réalisé une méta-analyse ou bien une revue systématique, on a le résultat dans un forest plot. Même si on considère que les revues systématiques, c'est le best evidence qu'on a, donc le meilleur données probantes qu'on a, il faut qu'on voit si la revue systématique a bien fait évaluer le niveau de confiance. Et cela, ça va nous dire, ou nous donner une information, est-ce on est certaine de ce résultat? Donc, on sait que le revue systématique, bien que le essai randomisé, ils sont le meilleur résultat qu'ils nous donnent. Il faut toujours poser la question sur ce qu'on appelle le uncertainty, le niveau de confiance qu'on a sur les résultats présentés.
Donc, on a cette illustration qui présente un petit peu l'histoire. Donc, on voit deux météorologues qui disent l'un à l'autre, on a 40% de chances de pluie. Et l'autre disent, bah oui, mais on a 10% de chances que le provision soit correcte. Donc, entre ce qu'on a trouvé dans le résultat et notre confiance de ce résultat, il y a un travail à faire pour présenter notre niveau de confiance. Donc, ça se fait de la même manière dans la revue systématique. Il est essentiel de tenir en compte notre confiance dans le résultat et pas seulement dans de leur probabilité d'avoir un effet traitement ou pas. Souvent, dans le vue systématique, on s'arrête à ce moment-là. Là, on parle de notre résultat. Par exemple, on se dit, les résultats montrent que cette personne de moins auront une infection des voies respiratoires supérieures si elles prennent des probiotiques. Mais 30% supplémentaires auront des symptômes gastro-intestinaux. Donc, la question se pose dans l'interprétation de données, est-ce qu'on est sûr de ce résultat? Les lecteurs souhaitent savoir dans quelle mesure les auteurs sont certains de ces résultats. Donc, je vous montre un forest plot, ce qui est normalement le résultat d'un review systématique, et j'imagine que tout le monde est familière avec ce qu'on voit dans ce forest plot, mais quand même, je vais présenter vite fait. Donc, ça, c'est le forest plot qui est le résultat d'un méta-analyse suite à un revue systématique. Là, on présente trois études. Donc, on a pu inclure pour le outcome mortality cardiovasculaire, on a pu inclure trois études qui sont mesurées cet outcome et on présente le numéro d'événements avec le numéro total de la première bras expérimentaux et antioxydants versus le placebo, là où on avait, pour la première étude, on avait 10 événements sur 45 participants au total. Et là, on présente le poids de chaque étude. Par exemple, cette étude fait 6,3% de l'étude. Cette Forest Plus fait partie d'un sous-groupe et c'est pour ça que vous voyez que ça ne fait pas 100%. Mais bon, donc, on présente aussi l'effect estimate, qui est, dans ce cas-là, c'est un risk ratio parce que c'est un outcome binaire, donc un critère de jugement binaire, avec le résultat de chaque étude. Et puis, quand on fait le méta-analyse, on prend un résultat moyen, on peut dire, de ces trois résultats en prenant compte du poids de chaque étude pour donner un résultat terminal de ce résultat. On a fait le méta-analyse, on se dit comment on va interpréter le résultat. Est-ce que je peux directement dire que l'antioxydant n'a pas effet sur la mortalité cardiovasculaire par rapport à un placebo? Donc, je vous laisse un petit peu regarder ce forest plot et me donner, ou bien écrire, ou bien partager en discussion ici. Que pensez-vous? Quels sont les critères qu'on peut regarder pour déterminer notre niveau de confiance dans ce résultat? Je vous laisse un peu décrire, écrire peut-être dans le chat ou bien participer à votre avis. Qu'est-ce qu'il faut regarder? Oui, l'hétérogénéité, c'est important à regarder pour voir est-ce qu'on est confiant de résultats. Est-ce qu'il y a d'autres critères que vous pensez? Oui, vous parlez là pour ce forest plot peut-être, oui. Mais en gros, si on souhaite regarder un forest plot, comment vous avez arrivé à ce jugement? Et je dis ça pour réfléchir parce que c'est ce qui était fait au niveau de quand les groupes grade, ils ont essayé de réfléchir pour voir quels sont les critères à prendre en compte et pour qu'on soit systématiquement, on fait les mêmes choses. Donc l'intervalle de confiance, oui.
les résultats contradictoires. Voilà, donc on arrive à tout dire là. On a l'intervalle de confiance de toutes les études qu'on va essayer de regarder. Ça fait quelques, voilà, les tailles de la population. Ce sont des domaines, des facteurs très importants à prendre en compte avant de dire, voilà, ça passe le nul effect donc ça passe entre 0,46 et 1,74, ça a passé le 1 et du coup, il n'y a pas d'effet. Il faut que je me présente, je regarde tous ces facteurs et on va préciser tous ces facteurs euh, pendant pendant ce webinaire. Donc, je vais continuer. Donc, le niveau de confiance, on le définit comme représente la confiance qu'on l'accorde au résultat d'un revue systématique. On peut l'appeler aussi, on peut trouver que ça s'appelle aussi certitude de données probantes, fiabilité des résultats, la qualité d'un ensemble de données probantes. Toutes ces notions visent à indiquer dans quelle mesure nous sommes confiants de résultats. Donc, c'est un facteur essentiel pour la prise de décision en santé publique, car cela garantit que les recommandations faites aux cliniciens et aux patients sont basées sur des données probantes solides. Donc, pour tous ces facteurs, les groupes GRADE, ils sont regroupés. Il y avait un groupe de chercheurs qui sont mis ensemble en 2010 et ils se sont dit, bah voilà, il faut qu'on commence à décrire quels sont les domaines, les facteurs qui peuvent participer à mon décision de dire oui, j'ai confiance de ce résultat ou non, j'ai un doute, je peux pas tout à fait être d'accord avec le résultat ou juger. Eh bien, cela impacte aussi les recommandations, surtout au niveau genre le HAS, le WHO, le FDA et tout ça. Donc, l'approche GRADE, c'est une approche qui signifie le Grading of Recommendations, Assessment, Development et Evaluation de l'interprétation de résultats. Donc, c'était mis en 2000. Là où ils ont commencé en 2010-11, ils ont commencé à publier les résultats de leur travail. Ils ont publié une série d'articles dans le journal de Clinical Epidemiology, Journal of Clinical Epidemiology. Et il y a pas mal de publications depuis et ça continue à élaborer jusqu'à maintenant. Les guidelines, ils sont toujours en train d'être mis à jour. Et je vais vous montrer les dernières guidelines qui l'ont pris. Mais il faut savoir que tous ces guidelines, ça continue à être mis à jour. Du coup, il faut toujours checker si on souhaite faire le grade nous-mêmes. Il faut toujours checker les dernières mises à jour qui sont faites parce que ça peut impliquer un changement dans la façon là on fait évaluer le niveau de confiance. Voilà, donc l'approche GRADE, elle était conclue pour évaluer les qualités de données probantes, évaluer la force des recommandations en matière de soins de santé. Et ils ont pris en compte tous les facteurs pour déterminer notre degré de confiance, les données probantes pour chaque critère de jugement. Il faut savoir, le grade, ça se fait au niveau de critères de jugement et pas que au niveau d'études elles-mêmes ou toute la revue systématique. Donc, on se dit que j'ai un niveau de confiance élevé pour cet outcome-là, mais c'est possible que dans la même revue systématique, j'aurai un niveau de confiance faible pour un autre outcome. Donc, c'est au niveau de critères de jugement et on a fait l'approche GRADE pour assurer un processus systématique et pour éviter que tout le monde travaille de son côté. Donc, on travaille toujours tous dans la même manière et en écrivant les règles, comment évaluer le niveau de confiance, ça va aider à
à que tout le monde qui fait le grade parle de la même langage de manière transparente. Donc, comment cela fonctionne? L'approche grade évalue spécifiquement les défauts méthodologiques des études qui le composent. On regarde aussi les cohérences des résultats entre les différentes études. On regarde la généralisation des résultats de la recherche à l'ensemble des patients ou des participants et le degré d'efficacité de traitement. Du coup, les comparaisons de traitement se voient attribuer l'un des 4 score grades. Du coup, ils ont eu, au lieu de dire j'ai un niveau de confiance de 0 à 100%, ils ont décidé de faire 4 catégories pour simplifier l'approche. Donc, ils ont dit, voilà, on va dire qu'on a 4 niveaux de degré de certitude, élevé, modéré, faible et très faible. Et qu'est-ce que ça veut dire élevé? Ça veut dire que j'ai trop de confiance dans le résultat et je peux interpréter le résultat et être confiant de la résultat que j'ai vu dans le effect estimate qui était à la fin résumé. Et quand est-ce que c'est élevé? C'est quand on a assez d'études et on a beaucoup de patients qui sont inclus dans l'étude, dans les revues et du coup dans les études incluses. Et là, avec les autres facteurs, on n'a pas de risque de biais, on n'a pas d'hétérogénéité importante. Là, on se dit qu'on a pas mal d'études qui sont participées à un niveau élevé de certitude. Et puis, on a l'effet modéré. Et là, on commence à dire ça pourrait impacter le résultat. Donc, on n'est pas tout à fait sûr. Peut-être si on a plus d'études, on aura plus confiance dans le résultat, à dire qu'il y a un effet ou pas du tout. Et il y a le troisième catégorie. Là, on commence à être pas sûr de notre résultat et la confiance qu'on a est limitée. Et très faible, c'est surtout quand là, on n'a pas assez d'études ou pas assez des patients, on a un niveau d'imprécision qui est assez importante. Donc là, on peut dire que je peux pas, même si j'ai un résultat, je peux pas dire que ça a un impact ou pas parce que je suis pas de sûr de résultats. Il faut savoir que GRADE se concentre sur les critères de jugement clinique qui comptent sur le patient. Donc, le Patient Important Outcomes, on essaye d'évaluer le niveau de confiance sur ce type des critères de jugement et on s'éloigne dès que possible de résultats ou des critères de jugement indirects ou on l'appelle ça le surrogate outcomes, les critères de jugement de substitution. Voilà, donc genre le taux de cholestérol, le niveau d'oxygène, qui peuvent nous donner un indice sur l'évaluation de traitement sur la maladie, mais ils ne sont pas directs. Donc, on essaye la plupart de choisir, pour évaluer le niveau de confiance, on choisit les outcomes qui sont patient important outcomes. Cette approche, elle était bien, tout le monde a été content avec cette approche et c'était adopté par plusieurs organisations. Donc, pour l'instant, c'est 120 organisations dans 19 pays du monde entier qui sont approuvées cette approche. Pardon. Et ils utilisent GRADE. On peut citer le BMG, le WHO, l'OMS. En Cochrane, chaque revue Cochrane doit être fait avec GRADE. Il y a pas mal des organisations qui utilisent GRADE dans leur évaluation.
Donc, le degré initial de certitude, oui, ça commence à élever et on commence à regarder plusieurs domaines. Mais ils ont dit, bah, on ne peut pas généraliser ça parce que si les données viennent des études randomisées, études contrôlées randomisées, c'est là où on peut commencer par un niveau de confiance élevé. Mais disons que les études incluses dans mes méta-analyses ou dans mon revue systématique, ça vient des études observationnelles. Les études observationnelles qui sont non randomisées, ils ont tendance à avoir beaucoup de biais, surtout sur le confounding factors. Donc, il y a beaucoup de biais qui va avec les données observationnelles. Et du coup, là, on commence avec un niveau déjà, on n'a pas de confiance assez important sur ce type de données qui vient des études non randomisées et on commence tout de suite avec deux. Ce qui veut dire que on va commencer quand on veut évaluer le niveau de confiance, on va prendre un critère de jugement et on va dire pour ce critère de jugement, je vais commencer avec un niveau de confiance élevé avec le 4 plus. Et du coup, ils ont dit 4 plus, 3 plus, 2 plus et 1 plus pour dire que c'est très faible. Donc, je commence avec 4 plus et là, je vais commencer à regarder les facteurs qui sont susceptibles de diminuer la qualité. Donc, ils ont défini 5 facteurs. Et la première facteur, c'est les limites de la conception et de l'exécution de l'étude, ce qu'on appelle le risque du biais. Le manque de cohérence, ce qui est aussi appelé hétérogénéité. L'effet indirect, c'est surtout sur le patient, population et l'applicabilité. C'est surtout les généralisabilités de résultats. Et l'imprécision, c'est ce qui est autour de l'intervalle de confiance, comme vous avez déjà mentionné, et la limite de la taille de l'échantillon, le numéro de patients ou le participant inclus dans l'étude et le numéro d'événements. Il y a aussi le biais de publication. Donc, à chaque fois on va prendre un critère de jugement, on va essayer de regarder chacun de ces facteurs et on va, si le risque de biais, il y a un risque important de biais, on va commencer à diminuer notre niveau de confiance de 4 à 3 ou 2. Et à chaque fois, genre, si le risque de biais, il y avait un problème, et pareil pour l'hétérogénéité, là, je peux peut-être diminuer à -2 et je serai à low level, du coup, à faible niveau de confiance. Le niveau de confiance pour chacun de ces facteurs peut être diminué d'un ou deux niveaux. Et pour l'imprécision, on a la possibilité de diminuer à 3 niveaux, mais ce n'est pas très fréquent. Pour le biais de publication, normalement, on diminue avec un niveau seul. Et il faut savoir, si jamais j'ai diminué pour tout, le maximum c'est 4, donc le maximum c'est très faible. Je ne peux pas faire diminuer -7. C'est juste pour savoir, il y a d'autres critères qu'on utilise pour les études observationnelles et là, on peut augmenter le niveau de confiance. Donc, il y a d'autres domaines on ne va pas aborder ici parce que ça sera assez compliqué à aborder avec le contrat de temps. Mais il faut savoir que même si on est avec des études observationnelles, on a la possibilité d'augmenter notre niveau de confiance de faible à modéré si jamais euh, on a plus de confiance. Et ça peut être à cause de, par exemple, le relative risk, il est assez haut et on regarde les études et on a bien confiance qu'il y a il y a un effet de ce traitement. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions jusqu'à ce moment-là. J'ai du mal à voir l'écran donc vos visages, mais si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me dire. Sinon, je vais continuer. Donc, par exemple, est-ce que vous voyez dans les abstracts ou bien dans le résultat de full text des études,
Là, j'ai copié-collé quelques résultats. Donc, par exemple, là, ils disent heparin appears to have no effect on mortality at 12 months, avec moderate certainty of evidence. Donc, globalement, l'héparine ne semble pas avoir l'effet sur la mortalité. Les niveaux de confiance, c'est modéré et c'est pour ça ils ont commencé à ajouter ce mot qui disent que je ne suis pas tout à fait sûre. Mais si, par exemple, en regardant le deuxième exemple, l'heparin therapy reduces the risk of symptomatic VTE. Là, on a un high level of certainty of evidence. Donc, on se dit que l'héparinothérapie réduit le risque. J'ai confiance à décider que voilà, il y a un effet de ce traitement parce que le niveau de confiance est élevé. Et si le niveau de confiance était faible ou très faible, je peux dire que j'ai pas de confiance dans ce résultat. Du coup, l'évidence ne me permettait pas de conclure. Donc, celui-ci, c'est un exemple de Summary Finding Tables, donc le tableau de résultats. Donc, ce qui est sur la même, je pense que c'est la même exemple, voilà. Et là, quand on fait le niveau, évaluer le niveau de confiance, on va remplir ce tableau-là. Et dans le tableau, on va arriver que finalement, pour la mortalité, on avait un moderate. Mais pour arriver à là, on a rempli un premier tableau. Et je vais vous montrer à la fin le tableau qu'on remplit. Là, on va regarder chaque niveau, chaque facteur, et on va décider est-ce que le risque de biais était sérieux, pas sérieux ou non. Et à chaque fois qu'on réduit le niveau de confiance, on va descendre de élevé à moderate, faible ou très faible. Donc ça, c'est le Summary Finding Table. Pareil, je vais montrer que on met les critères de jugement ici. Donc là, c'est mortalité. On essaye de décrire les follow-up, donc le suivi, que la mortalité a été évaluée ou mesurée à 12 mois. Et là, c'était à 24 mois. Donc, chacun de ces outcomes, il y en a deux outcomes, je veux dire. Donc, on ne peut pas, dans ce cas, dans cette question de recherche, ils ont décidé de ne pas pouler ensemble les études qu'ils ont mesuré la mortalité à 12 et à 24 mois. Du coup, entre long et short terme, ils ont séparé les résultats. On avait pour la première outcome 18 randomized trials et qu'ils ont inclus 9500 quelque chose patients et ils ont décidé que c'est moderate. Et ça, c'est le relative effect, relative risk à 0,98, à 9,3 à 1,03. Voilà. Donc, c'était pour vous montrer le Summary of Finding. Il y a un autre format, il y a plusieurs formats que ça sort. Tous ces Summary of Finding Tables, on peut le faire dans un logiciel qui s'appelle Grade Pro, que je ne vais pas pouvoir vous montrer aujourd'hui, mais il y a des tutoriels en ligne et on peut l'utiliser pour une petite étude pour faire notre niveau de confiance. Sinon, on peut le faire sans problème avec un tableau Word en utilisant les formats de Summary Finding Tables. Mais l'util grade, c'est simple à utiliser en fait. Ça me fait calculer l'absolute effect ici, ce qui est important pour l'évaluation de l'imprécision au niveau de grade. Et voilà, ça fait sortir les Summary Finding Tables pour chaque outcome que j'ai choisi et que je peux l'intégrer soit en Word, soit en HTML ou PDF dans mon review finalement. Voilà, donc cette diapo nous montre en résumé tout ce qui est autour de grade. Donc, si on a les randomized control trials, on commence avec un high level of evidence. Et si on a le non-randomized, donc l'étude observationnelle, on commence avec l'eau. Voilà les facteurs qu'on a parlé qui, s'il y a un problème, on va diminuer le niveau de confiance. Et c'est ces deux facteurs qu'on va utiliser pour augmenter le niveau de confiance et c'est surtout dans le cas de non-randomized trials. Et on commence toujours avec high et en descendant jusqu'à very low.
Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me dire. Et sinon, je vais commencer par chaque domaine. Des questions? OK. Donc, le premier facteur, on va poser la question, est-ce que les études sont bien menées ou sont mal menées? Ce qui dit que on va chercher, est-ce qu'il y a un risque de biais dans la conception, dans la conduite de l'étude qui peuvent fausser les résultats et affecter en sous-estimation ou surestimation sur l'effet de traitement. Donc, une limitation dans la conception de l'étude peut produire des résultats qui peuvent être trompeurs ou biaisés. Et il va falloir évaluer le niveau de confiance, ce qui est normalement fait dans une étape précédente dans la revue systématique. À chaque fois qu'on fait une revue systématique, il faut normalement évaluer le niveau de confiance si on n'a pas de risque de biais dans les études. Et ça se fait au niveau de chaque étude. Donc, le risque de biais, ça se fait au niveau de chaque étude et va regarder s'il y a les limites dans la conception. On va regarder, par exemple, si les études ils sont aveugles. Par exemple, si c'est pas les études, ils sont les médecins ou les healthcare providers, ils sont pas aveugles et c'est possible que ils sont déçus s'il y a il y a des patients qui prennent le traitement et il y a des patients qui prennent le contrôle qui est un placebo et qu'il n'y a pas d'aveugle, c'est possible que les médecins ou le provider, healthcare providers, ils peuvent dire que voilà, je suis déçu pour ce patient et dans le contrôle, il n'a rien reçu, donc je vais peut-être donner quelques autres médicaments pour améliorer leur santé. Et du coup, ça va affecter à augmenter le numéro de co-interventions dans les bras contrôle qui peuvent sous-estimer l'effet de traitement. Et ça peut être à l'inverse aussi si l'évaluateur il sait que le patient il a pris le traitement, il est possible qu'il va surestimer les résultats. Ça peut impliquer le résultat final de notre étude. Donc, c'est très important de prendre en compte le risque de biais dans notre évaluation de grade. Et je vais vous donner un petit rappel. L'année dernière, je crois, ou l'année d'avant, on a fait des webinaires sur le risque de biais. Et je vais vous montrer le lien si jamais il y a des gens qui s'intéressent à regarder un peu plus sur le risque de biais. Mais en gros, là, je vous donne juste un petit rappel de sources de biais qu'on regarde quand on évalue le niveau de confiance. Donc, on regarde d'abord le randomisation. Est-ce que c'était bien fait? Est-ce que c'est aveugle? Est-ce que la location consignment était bien fait en secret? Donc, personne ne sait qu'est-ce qu'il a pris et tout. On regarde en deuxième domaine les déviations par rapport aux interventions. On regarde le numéro de données manquantes. Et il y a un quatrième domaine que là, on regarde comment ils ont mesuré les critères de jugement. Est-ce que c'est des critères de jugement subjectifs ou objectifs? Et il y a un cinquième domaine dans le risque de biais. Ça, c'est le risque de biais, l'utile de risque de biais de Cochrane. Donc, pour les essais randomisés contrôlés. Et on l'appelle le cinquième domaine, le biais dans la sélection des résultats rapportés, ce qui veut dire que les auteurs, ils ont choisi les résultats qu'ils vont présenter dans l'étude. Par rapport, peut-être ou pas, par rapport aux résultats trouvés. Donc, dans ce petite image, on va dire qu'ils ont résumé un petit peu pour chaque domaine, quels sont les critères qu'on a parlé là tout à l'heure. Donc, on va parler dans le partie randomisation, on va regarder est-ce que la randomisation
est bien fait. Il y avait des tableaux qui fait par un informaticien ou bien par un logiciel qui a bien fait la randomisation entre les patients, entre les traitements et le contrôle. Ou peut-être ils ont pu utiliser des méthodes comme la minimisation. On va regarder aussi est-ce que l'assignation elle était faite en secret, ce qu'on appelle l'allocation concealment en secrète. Donc, ça veut dire qu'il y avait des enveloppes, par exemple, qui ont été opaques, numérotées de façon séquentielle. Du coup, comme ça, les médecins ou les infirmières ne peuvent pas savoir où est-ce que le patient il était randomisé. Pareil pour le deviation, on va regarder s'il y avait le blinding, si les patients ils ont été aveugles, on va regarder si les contraventions ils sont bien équilibrés dans les deux bras. On va regarder le missing data, le données manquantes et comme on a dit, le measurement of the outcome, donc si les outcomes ils ont été mesurés aveugles ou pas. Donc tout ça, ça sera déjà fait. Donc, au niveau de grade, on va juste regarder les résultats qui étaient faits. Donc, je vais vous montrer, par exemple. Là, j'ai terminé le systematic review et je présente, là, c'est dans le meilleur cas, je vois que le risk of bias était présenté dans le forest plot à côté de chaque étude, ce qui me simplifiait les choses. Donc, je vais regarder combien d'études ils ont été à high risk of bias. Donc, pour expliquer ça, pour ceux qui ne sont pas familiers, donc quand c'est vert, ça veut dire qu'on a un low risk of bias. Et quand c'est jaune ou jaune-orange, ça fait some concerns. Donc, on a un peu de concern. Et puis, quand c'est rouge, ça veut dire l'étude est problématique. Donc, par exemple, cette étude est problématique, mais je vais regarder le poids de cette étude et c'est à 0,41. Donc, c'est vraiment, ça n'a pas un impact sur l'effet total. Donc, dans ce cas-là, c'est pas problématique, mais je vais regarder l'ensemble. Donc, quand je fais le grade, je regarde l'ensemble de toutes les risk of bias assessment et je vais voir s'il y avait plusieurs domaines à low comme dans ce cas-là, et surtout que l'étude qui est avec la majorité de poids, comme là ici 60-20%. Donc, je veux dire que oui, il y a quelques préoccupations pour quelques domaines, mais peut-être que je peux être sûr de résultats. La deuxième étude qui est qui est à high risk of bias, c'est à 1%. Donc, l'étude qui donne le poids important pour cet résultat, si on regarde aussi le risk ratio, c'est presque pareil que celui-là. Donc, c'est cette étude qui est à low risk of bias. Donc, si plus de 50% des études, de poids d'études, ils sont à low risk of bias, je peux dire que je ne vais pas diminuer mon niveau de confiance au niveau de risk of bias pour le grade et je reste sur que voilà, peut-être ces résultats, oui, cet effet à 0,88 jusqu'à 0,994, ça peut être, j'ai de confiance juste au niveau de risque de biais là, je ne parle pas de l'autre facteur. OK, donc on regarde le risque de biais au niveau des études et on regarde le low, high ou some concerns. Mais au niveau de grade, on va regarder toutes les études ensemble et c'est là où on va décider que est-ce que c'est sérieux ou pas sérieux ou très sérieux. Et si c'est sérieux, on va diminuer notre niveau de confiance par -1 et si c'est très sérieux, c'est -2. J'avais mis ici le lien, mais c'est sur Cochrane France. Vous pouvez, dans les ressources, vous pouvez trouver les webinaires sur le risque du billet 2 qu'on a fait en trois
3 webinaires, là, on a précisé comment évaluer le niveau de le risque de biais pour les gens qui souhaitent savoir plus sur comment évaluer le risque de biais. Mais dès qu'on a le résultat, le risque de biais, on peut décider sur le grade. Voilà, donc un autre exemple, et je vous laisse participer à la discussion. Donc, à votre avis, là, on voit un forest plot de 4 études. On a une étude qui est rouge et les autres études avec plusieurs some concerns dans le domaine 4 et 5. Donc, à votre avis, est-ce qu'on peut diminuer le niveau de confiance dans ce cas-là où on est assez confiant dans le résultat? Ok, je vois une question. Qu'est-ce que signifie ABCDE? ABCDE, ce sont les domaines qu'on vient de décrire juste avant, qui sont le biais arising, le biais de randomisation, le biais de déviation de l'intervention, le biais de données manquantes, le biais de measurement of the outcome et le selective reporting. Donc là, on l'a décrit de façon qu'on dit ABCDE pour éviter de décrire toutes ces phrases-là en haut. Donc, oui, dans ce cas-là, on a plusieurs some concerns. Tous les études, ils sont soit à some concerns, soit à high risk of bias. Donc, on peut décider de déduire notre niveau de confiance. On va dire que, yes, there are some serious limitations. Donc, j'ai des limitations et je peux déduire un -1. Et du coup, je passe à modéré et je vais continuer avec les autres domaines. Il faut savoir que dans le grade, on a besoin d'être transparente. Donc, ils ont dit qu'à chaque fois, il faut décrire un footnote. Là, on décrit pourquoi on a downgradé ou pas de tout. S'il y a, par exemple, quelques some concerns, mais quand même, on a décidé de ne pas downgrader. On va décrire aussi un statement, une phrase, là où on va dire pourquoi on a diminué ou pourquoi on n'a pas diminué. Dans ce cas-là, on a dit le risque de biais était de diminuer avec un niveau puisqu'il y avait quelques concerns et high concern suite à ce domaine-là. Et puis, dans la même étude, là, on a montré, je vous montre toutes les autres domaines, mais on ne va pas concentrer sur celle-là parce que on va prendre étape par étape. Donc, je vous présente un deuxième outcome, un critère de jugement qu'on voit souvent dans les études. Donc, on voit les forest plots, mais sans le risque de biais. Et normalement, ils font le risque de biais dans un autre figure qu'on le voit de cette façon-là. Donc, là, on voit que les 5 études qui sont ici, ils sont la même, ils sont dans cette forest plot. Donc, c'est bon, j'ai toutes les études, j'ai le risque de biais de toutes les études. Je vais regarder quels sont les facteurs qui sont à risque de biais. Donc, cette étude, c'est à high risk. Il y a des études à some concerns. Donc, à votre avis, est-ce qu'on diminue notre niveau de confiance ou on est sûr que les résultats qu'on voit là, ils sont bons? Bah, on peut interpréter avec confiance. Donc, pareil, dans ce cas-là, le niveau de confiance peut être diminué à -1 parce qu'on a des limitations sérieuses. On va diminuer à -1. Et on va mettre un petit footnote. Là, on va dire le risque de biais était réduit d'un niveau. Voilà, pour les préoccupations. Donc, voilà les règles. Si on a des limitations, on va déclasser. Si on n'a pas de limitation, on ne déclasse pas. On a la possibilité de déclasser avec 2 niveaux. C'est surtout quand le risque de biais, dans la plupart des études, ils sont à élevé.
Lina, Ok, donc il y a une question dans oui, le... moi, il y a des patients dans une étude plus grande et sont ici, mais moins qu'elle est épaisse aux autres, donc les deux problèmes. Non, ça nulle part. On va passer aux autres. Ça, on le prend en compte dans le precision. Donc, dans le quatrième facteur qu'on va parler de ça. Ok, donc le deuxième facteur, c'est l'incohérence. Donc, on peut arriver à un forest plot et là, si on regarde que le résultat final, vous voyez là, il y en a deux forest plots qui arrivent à la même résultat final, mais les résultats de les études incluses, ils sont pas la même. Donc, ce qui veut dire qu'il faut qu'on regarde est-ce que les résultats des études incluses, ils sont contradictoires ou pas. Et dans ce cas-là, vous voyez, il y en a deux études qui disent que le treatment qui favorise le traitement et d'autres qui favorisent le contrôle, alors que là, presque toutes les études, ils sont non significatives, mais qu'ils sont de côté de le traitement ne marche pas. Donc, dans l'occurrence, on va regarder si les études incluses dans l'étude, ils sont pas variables, on va dire. Donc, s'il y a une variabilité significative entre les résultats des différentes études incluses dans la revue systématique, on va penser à l'hétérogénéité, on va diminuer notre niveau de confiance parce que là, je ne peux pas être sûr dans cet résultat pareil que ce résultat, on est d'accord. Que là, j'ai plus de mal à dire que mon niveau de confiance est la même que ici. Donc, on va regarder, on va essayer de chercher les raisons pourquoi les résultats ils sont hétérogènes et on va essayer de regarder est-ce que les participants ils sont différents, l'intervention, le résultat. Donc, on va chercher notre PICO, Participant Intervention Control ou Outcome, qui est le critère de jugement. Si on n'arrive pas à expliquer l'hétérogénéité, ben, on va diminuer notre niveau de confiance. Donc, qu'est-ce qu'on regarde quand on cherche ce facteur-là? On va regarder si les études ils sont de la même, les variations de la taille de l'effet sont de la même manière, on va dire. Ici, les confidence interval, l'intervalle de confiance, ils se chevauchent, donc ils sont l'un sur l'autre dans la même direction. Bah, là, s'il y a un chevauchement, c'est bien. S'il n'y a pas de chevauchement, il y a une variation. On va regarder aussi le I carré qui est important de regarder. Donc, si le I carré elle est importante, et je vous montre les seuils qu'on a définis pour le I carré, on va dire qu'on a un problème dans l'incohérence. On peut aussi utiliser le test statistique, le p-value, mais ce n'est pas très fréquemment utilisé. Le I carré, les chevauchements. Donc, d'abord, on commence à regarder est-ce que les confidence intervals, ils chevauchent, l'intervalle de confiance chevauche et l'estimation ponctuelle varie considérablement d'une étude à l'autre. Donc, en prenant l'ordre comme il est décrit ici, d'abord l'estimation, puis le chevauchement et finalement le I carré. Et ça montre un exemple d'un niveau haute d'hétérogénéité. Donc, si vous voyez là, on a quelques études qui sont sur le même résultat et là, qui sont différemment, donc qui donnent un I carré de 91 pourcentage. Donc, c'est assez haute et du coup, on n'a pas le même niveau de confiance. On va décider de diminuer notre niveau de confiance et peut-être à -2 dans ce cas-là parce que c'est un niveau d'hétérogénéité assez important. Donc, ils ont défini selon le Cochrane Handbook on peut dire que I carré moins de 40% faible, 30 à 60 modéré, substantial et puis élevé. On ne peut pas prendre le I carré tout seul, il faut qu'on regarde aussi les chevauchements des critères de jugement et le taille d'effect. OK, donc si on a un problème
avec l'enquérance, l'hétérogénéité, on va regarder si on peut expliquer ce résultat. Si on explique le résultat, on peut faire un subgroup analysis et du coup, dans ce cas-là, par exemple, je peux être, si jamais ces études-là partagent le même, peut-être population ou intervention, je peux dire que je fais un subgroup sur ce résultat-là et je serai sûr de résultats de ce subgroupe, mais pas que celui-là, j'aurai toujours diminué le niveau de confiance de ce cas-là. Ok, donc il faut toujours chercher et si on n'arrive pas à expliquer, on diminue notre niveau de confiance et voilà les règles générales qui sont mises. Donc si c'est pas grave, on déclasse pas. Si c'est grave, on déclasse d'un niveau et à deux niveaux si c'est très grave et c'est surtout quand le lit carré c'est très large. Je vous montre cet exemple d'un forest plot avec des confidence intervalles avec un résultat final et les auteurs ont déclassé la qualité des données probantes d'un niveau en raison de leur incohérence. Ils ont justifié leur décision en déclarant qu'il y avait une hétérogénéité considérable. Qu'en pensez-vous? Donc là, on voit une hétérogénéité qui est importante, modérée, on va dire, importante à 65%. Mais si on regarde les confidences intervalles, ils sont plus ou moins en train de la même direction. Ils sont un peu de la même, on est toujours dans la même, ils se chevauchent, ils overlappent. Donc, dans ce cas-là, on peut décider de ne pas diminuer notre niveau de confiance puisque les résultats ils sont plus ou moins de la même direction et ils se chevauchent l'un à l'autre. Et ça, c'est une erreur fréquente que tout le monde, dès que je vois 65%, je diminue. Il faut regarder bien ce qu'on a dit qu'ils sont dans la même direction, ils se chevauchent ou pas. Des questions? Ok, donc la troisième facteur, c'est le indirectness. Donc, si on a des problèmes à généraliser les résultats à la PICO, on aura un problème de indirectness. Donc, nous entendons des chercheurs qui comparent directement normalement les interventions qui nous intéressent. Et si jamais ils ont combiné des pommes et des oranges, eh ben, il y a un problème. Donc, en rentrant dans notre exemple sur le météorologue, disons que les météorologues, ils ont fait leur module à New York et ils impliquent leurs résultats en France. C'est pas la même chose. Donc, c'est ce qui définit notre generalizability. Est-ce que les résultats, ils s'impliquent à les patients que j'ai inclus dans mon revue systématique? Donc, voilà, je vais essayer, là c'est plus simple à lire. Elle provient, l'indirectness, elle provient des chercheurs qui sont menés dans la population cible et qui incluent des interventions qui nous intéressent et comportent des interventions avec les comparateurs appropriés. Donc, par exemple, si la population est différente, on a mixé les jeunes avec les plus âgés, on a mixé des patients qui sont juste VIH, le patient de VIH avec toutes les patients. Donc, il y a un problème. Si on a mis dans la même forest plot, on a poulé, on dit, des nouveaux antibiotiques avec des anciennes, ben peut-être c'est pas la même chose ou pas. Donc, il faut qu'on cherche tous ces facteurs au niveau de PICO pour voir est-ce qu'il n'y a pas de problème de pouler ce type d'intervention aux populations, aux comparateurs ensemble, ou bien il y a un problème et il faut que je regarde ou je diminue notre niveau de confiance. Il y a une possibilité que dans les network meta-analysis, là, on a le résultat de A versus B, alors qu'ils n'ont pas été directement mesurés.
Donc là, c'est définitivement, on va diminuer notre niveau de confiance. Je vous donne un exemple de l'indirectness. Disons qu'on a 5 essais qui sont comparés l'aspirine avec un placebo. Et dans les 5 essais, il y en a 2 qui sont utilisés en dose moyenne, alors que 3, ils ont utilisé en dose faible. Et en regardant le relative risk, il y a une importante différence entre le risk ratio de chaque dose. Ben là, on a un problème et on va diminuer notre niveau de confiance à -1. Et c'est surtout parce qu'on a vu qu'il y a une différence. Si les relative risk, elle était la même, peut-être le dose, c'est pas important, donc c'est pas problématique. Et on va essayer de définir dès le début dans notre protocole quels sont les facteurs que je pense que ça va être problématique pour le generalizability de résultats. OK. Il y a aussi l'histoire de surrogate outcomes. Donc, quand on utilise le taux de cholestérol pour dire que si le taux de cholestérol il était réduit alors que la maladie cardiovasculaire elle sera mieux, voilà. Donc, on n'a pas la même confiance quand on utilise un outcome qui est patient-reported outcome ou patient-important outcome par rapport aux les critères de jugement substitutifs. Donc, on essaye de ne pas l'utiliser. Et si on essaie d'utiliser, on va diminuer notre niveau de confiance. Et voilà quelques règles par rapport, si il y a un gros problème, on va définir qu'est-ce que ça veut dire un gros problème et là, on va diminuer notre niveau de confiance. Je vais passer à l'imprécision qui est la quatrième et la plus importante. C'est autour de le confidence interval. Donc, on va regarder l'intervalle de confiance. Est-ce qu'il est large? Et on va regarder aussi, est-ce que les événements, ils sont peu nombreux? Parce que s'ils sont peu nombreux, bah, ça peut impacter l'imprécision. Donc, pour l'imprécision, c'est le quatrième facteur. On va regarder le taille d'échantillon. On va regarder le faible nombre d'événements. Et on va regarder l'intervalle de confiance si elle est large ou pas. Donc, il y a beaucoup de guidance sur l'imprécision qui bouge beaucoup. C'est surtout ce facteur-là qui a beaucoup de mises à jour au niveau de grade, comment évaluer parce que ça reste un peu compliqué à interpréter tous ces facteurs ensemble. Donc, il y a plusieurs approches. Il y a qu'on appelle, vous allez voir, il y a donc Grade Guidance, il y a le 34 et le 35 et le 34-35. Ils ont utilisé plusieurs approches pour évaluer l'imprécision. Je vais vous montrer le Minimally Contextualized Approach qui est utilisé normalement dans le revue systématique et le Fully Contextualized, c'est toujours utilisé dans les recommandations. Et là, on est au niveau de revue systématique dans ce webinaire. OK, donc dans le Minimally Contextualized, ils regardent le confiance qu'ils ont par rapport à l'intervalle de confiance d'abord. Donc, il est important pour évaluer le niveau de confiance de définir ce qu'on appelle un minimal important difference. Donc, c'est la différence minimale qu'on souhaite avoir pour avoir un effet important pour les patients ou pour le médecine. Disons que on voit que les traitements a augmenté ou a diminué le niveau de pain, de douleur par 2 sur une échelle de 0 à 100. Bah, peut-être, même si le 2 est significatif, peut-être le 2, c'est pas important pour le patient. Donc, les médecins ou les chercheurs, ils vont définir un minimally important difference. Et là, on va dire, par exemple, je dis là, par exemple, que à partir de 20 sur 100, c'est important. C'est un important difference pour les patients. Et du coup, à ce moment-là, je vais juger et pas par rapport à nul effect sur le confidence interval. Donc, on va regarder dans la littérature pour voir si on peut identifier un minimally important difference qui est fait soit par la littérature, soit par une discussion avec les cliniciens.
et on va définir notre MID. Dans ce cas-là, le MID, c'est à moins 0,5. Et si le résultat que j'ai passe le ligne de MID, et ben là, je vais diminuer mon niveau de confiance. C'est possible que, je vais passer, donc là, si c'est possible que je vais passer à présenter deux seuils, un seuil de bénéfice et un seuil de harm, d'effet délétère. Donc, si mon intervalle de confiance tombe dans le bénéfice et il ne touche pas le seuil de non-effet, donc ça c'est le seuil de bénéfice et ça c'est le seuil de harm. Et si ça ne touche pas au niveau de confidence intervalle, bah, je ne déclasse pas. Alors que si ça touche d'un côté ou d'un côté ici, dans le bénéfice je vais diminuer à -1. Et là, par exemple, le confidence interval a touché les deux seuils, le bénéfice et le harm. Du coup, on va diminuer à -2. Donc ça, c'est en gros ce qu'ils ont des idées et avec plusieurs exemples, là où que ça touche l'effet délétère ou l'effet bénéfice, mais ça reste toujours dans le même concept. Dès que ça touche un seuil, bah, je diminue par -1 et si ça touche moins le 2, je diminue par -2. S'il n'y a pas de seuil, on n'arrive pas à le décrire, on va peut-être regarder si le confidence interval est très large. Dans ce cas-là, on est sûr que, voilà, on dit qu'il est à 5,7, mais alors qu'il passe jusqu'à 15%, donc c'est très large et on va diminuer notre niveau de confiance. OK, donc il y a une règle générale au niveau de événement. Si on n'a pas déclassé, pas de tout, on peut regarder le niveau d'événement. Et si le numéro d'événement il est moins de 300 événements pour les critères dichotomiques, on peut diminuer par -1. Et pareil, si pour les critères continus, à moins 400 patients. Voilà, donc ce sont les règles et normalement on calcule l'effet absolu qui s'est calculé directement avec le Grade Pro Application, donc le logiciel de Grade, et on va regarder les étapes pour diminuer notre niveau de confiance ou pas. Et la dernière facteur, c'est le biais de publication. Et excusez-moi, je vais prendre encore 5 minutes à 10 minutes selon les questions. Donc, le biais de publication, on va regarder s'il y a des études qui manquent dans l'étude. Donc, par exemple, ils ont, il y a des études qui ont été enregistrées, des résultats qui étaient planifiés, mais ils ne sont pas été publiés. Donc là, on va regarder s'il y a des non-publications de résultats qui est souvent les résultats négatifs et on va checker ça. Ça sera une étape comme le risque of biais. On check le publication bias dans une étape avant et on va regarder s'il y a un problème avec le, le biais de publication. Ben, on va diminuer notre niveau de confiance. Il y a souvent, on a tendance à voir que les études financées par l'industrie pharmaceutique sont plus susceptibles d'avoir des résultats favorables. Donc, normalement, on regarde ce qu'on appelle un funnel plot et on va diminuer notre risque de biais, le risque de biais de publication. Si c'est détecté, on va diminuer notre niveau de confiance par -1. Et si c'est pas détecté, on va pas déclasser. Donc finalement, on va arriver à remplir ce tableau-là. Par exemple, pour cet outcome, on avait 8 études. C'est la première exemple que je vais montrer. Là, on a dit que la mortalité à 12, il était à effet modéré, et alors que le symptomatic PTE était à high effect. Donc, ils ont rempli, il n'y a pas de risque de biais, il y a le risque pour l'inconsistency. Pour l'indirectness, il n'y avait pas de problème, et pour l'imprécision, il n'y avait pas de problème. Et ils ont décidé que c'est un modéré. Et c'est ce que vous voyez normalement dans les résultats de revue Cochrane. Et pareil, là, comme il n'y avait aucun problème dans tous ces domaines, les other considerations, c'est là où on décrit le publication bias. Et du coup, là, ils ont décidé que c'est high.
Voilà, donc c'était tout ce que je voulais vous dire. Il faut vraiment évaluer le niveau de confiance. Il faut regarder à quel moment on est confiant des résultats afin de passer un résultat au public, aux patients et et cliniciens. Et c'est très important de décrire dès le début dans le protocole de la revue systématique comment on va évaluer le niveau de confiance. Donc, toutes les méthodes, quand est-ce qu'on va décider de déclasser par -1, -2, quel élément on va regarder, tout ça doit être écrit dans une méthodologie, comment évaluer le niveau de confiance. Voilà, c'était tout